Bonjour, comme vous le constatez, je ne suis pas Maët Chanterelle, mais je vais tâcher de la remplacer avec élégance, comme elle est. Pour ce café des libraires, mon premier café des libraires, avec Michel Bazin qui va nous présenter ce plateau intitulé Vie minuscule. Michel que je vais vous présenter dans un moment, mais surtout avec nos auteurs invités sur le plateau, Glenn James Brown, qui est au milieu, non pardon, qui est là, pardon, il n'est pas au milieu, il est là, qui sera interprété par Valentine Leys Le Goupil, qui va traduire ses propos en français, avec Jacob Gansen qui est là au milieu, interprété par Johanna Moberly, de l'anglais aussi, et puis par Laird Hunt qui est là, qui nous accompagne et qui parlera directement en français puisqu'il le parle très bien. Il a même enseigné et il le traduit. Voilà, et puis Michel Bazin qui va animer cette rencontre. Michel qui est libraire, qui a été libraire, mais tu l'es toujours, hein, c'est comme quand on est ministre, on l'est à vie. Fondateur en 1976. Je dis libraire honoraire. Libraire honoraire, voilà. Sans le salaire du ministre honoraire, mais bon. Fondateur en 1976 de la librairie Luciole à Vienne, qui est dans l'Isère. Une excellente librairie, très active, qui a lancé très tôt l'organisation de nombreuses rencontres avec des auteurs et des autrices. Tu as été aussi très active dans le groupement de libraires indépendants initial. Là, voilà, tu as un rôle très, très important. Tu as cédé la main de la librairie il y a quelques années maintenant, mais tu restes présent avec tes participations à de nombreux festivals comme ici, en particulier, mais aussi avec un blog. Il marche toujours ce blog, Kaléidoscope. Tout à fait, Voilà. absolument. Donc on peut lire ses lectures, ses coups de cœur, ses coups de gueule. Il y en a toutes aussi, les semaines sur Internet. Voilà. Et tu souhaites commencer ta présentation avec Laird Hunt. Et puis ce livre que je vais vous présenter aussi, Zorry. Oui, je suis très. Voilà, traduit juste par Anne-Laure Tissu et paru aux éditions Globe. Voilà. Veux-tu que je dise un mot sur Laird ou tu le fais? Non, je peux. Tu peux, alors vas-y, oui, je laisse faire. Laird, je suis très heureux de retrouver Laird que j'avais vu ici donc pour une rencontre. C'était il y a 2 ans ou 4 ans? 6-8 ans. Oh, tant que ça. Mon Dieu, comme le temps passe. Je ne pensais pas que c'était aussi lointain. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup aimé ce livre, qui est un livre vraiment... alors, la thématique, c'est vie minuscule. Et c'est vrai que, bon, on débordera un peu de cette thématique, mais c'est vrai que ce qu'on voit dans ce livre, Zorry, c'est le nom de l'héroïne de ce livre. On est dans l'Amérique rurale et je crois que c'est un... alors, on ne va pas parler de tous les livres, c'est le 8e livre, donc la plupart donc, ont été publiés chez Actes Sud. Alors, on a dit que c'était Anne-Laure Tissu qui peut-être est ici, donc parmi nous. Elle est là au fond. Elle est là, voilà, je suis content qu'elle soit là, donc, mais là, elle est inutile ici puisque tu parles très bien le français. Bon, il faut dire que tu as fait des études de lettres à la Sorbonne et puis bon, tu connais bien la littérature française et en particulier Flaubert, qui est d'ailleurs en exergue de ce livre. C'est vraiment donc un auteur qui t'est cher puisque effectivement donc dans Un cœur saint et en particulier le personnage de Zorry nous fait évidemment penser, et puis évidemment, donc c'est pas un hasard, à féliciter le personnage d'Un cœur simple de Flaubert. Et voilà, donc au début, tu dis ça, arrivé au sommet d'Ecmoville, elle aperçut les lumières de Honfleur qui scintillaient dans la nuit comme une quantité d'étoiles. La mer plus loin s'étalait confusément. Et voilà, donc. Alors, comment est né ce livre, comment il s'est créé. Donc, je crois que ça a un rapport avec ta grand-mère, c'est ça? Oui, bien sûr. Ça marche, oui. Ok. D'accord, merci beaucoup pour l'accueil. C'est très bien d'être ici parmi vous pour parler de ce petit livre, Zorry.
Et oui, ça a été inspiré par la grand-mère qui m'a élevé en Indiana. J'avais 13 ans quand je suis arrivé chez elle et je vivais avant à Londres. Donc c'était un choc total de me retrouver entouré de champs de maïs chez ma grand-mère. Et c'était la ferme familiale qu'on avait dans la maison depuis 150 ans à peu près. Et oui, c'est vrai que ce livre, c'est un peu un hommage à l'esprit de ma grand-mère, parce que ce n'est pas son trajet à elle qui est raconté dans le livre. C'est un personnage fictif, mais c'est quelqu'un qui a des liens avec ma grand-mère, qui était quelqu'un qui avait, je ne sais pas, c'était une femme de taille modeste, mais qui avait un petit ouragan dans elle, et qui m'a beaucoup frappé. Et je voulais rendre hommage dans ce livre à cette personne qui m'était si importante. Alors, c'est d'ailleurs un personnage qui a déjà été évoqué dans tes précédents livres. Tu dis dans une interview, à chaque fois, je crois en avoir fini avec elle, mais à chaque fois, elle revient. Cela fait 30 ans que je la transporte avec moi. Oui, elle voyage avec moi, en fait. C'est un personnage qui apparaît dans mon deuxième roman, qui s'appelle Indiana, Indiana. Elle est là, elle a 2-3 lignes, pas plus, mais c'était quelqu'un qui m'a frappé, qui était un peu ma grand-mère dans ce texte. Et donc, j'ai écrit... ouais, là, il pleut, hein, c'est vraiment un déluge. J'avais l'idée d'écrire quelque chose sur elle. Et j'ai commencé, après avoir terminé Indiana, Indiana, j'ai commencé cet essai. Et puis, 150 pages plus tard, j'ai arrêté. Et j'ai laissé le manuscrit dans un tiroir pendant 15 ans, 16 ans, avant de le retrouver et de retravailler. Et alors, c'est pas d'ailleurs le premier personnage féminin qui est au centre de tes livres. Enfin, tu as vraiment, donc, dans de nombreux livres, des personnages à la fois modestes, mais forts, puissants. Moi, je me souviens de ce personnage donc, qui va prendre la place de son mari au moment de la guerre de sécession. Donc, cet attachement à ces personnages féminins, donc c'est vraiment parce que tu estimes que c'est des personnages qu'on a un peu laissés de côté. Oui, en fait, moi, j'ai toujours été entouré de femmes énormément fortes, des femmes qui avaient une puissance intérieure et parfois extérieure vraiment très importante. Et donc, pour moi, écrire sur les femmes était tout à fait naturel. C'était les sujets les plus intéressants, les plus importants que je connaissais. Et donc, je ne me suis pas posé des questions. Et je n'avais pas de doute quand j'y suis plongé. Alors, j'aimerais qu'on évoque un petit peu la construction de ce livre, qui est particulière. Donc, on va suivre Zori de nombreuses années, mais on a des retours en arrière. Donc, comment s'est construit ce livre ? En fait, là, c'est la forme de Flaubert dans Un cœur simple. Parce que Flaubert commence à la fin de la vie, à peu près la fin de la vie de Félicité, puis il retourne en arrière vers ses débuts. Et il marche, il continue, et puis il arrive où il a commencé, il va un peu plus loin et c'est fini. Et donc, ça, c'est la forme de Zori, en fait, que j'ai pris. Donc ça, c'est un rapport très important avec Un cœur simple. Donc, j'ai borrowed la forme d'Un cœur simple. Alors, ce personnage, donc, on va le suivre tout au long du roman, mais il y a plein d'autres personnages qu'elle va rencontrer. Il y a son mari, et puis il y a toute la dimension du travail. D'ailleurs, c'est une dimension qu'on va retrouver de manière importante dans les autres livres des auteurs. Alors, on verra que c'est très différent dans les autres livres, vous allez voir. Mais dans celui-ci, c'est un travail un peu particulier qu'elle fait. Ah oui, c'est vrai. Oui, toute jeune, elle se trouve sans argent, sans abri en Indiana. Elle va chercher du travail.
et elle le trouve dans l'État à côté, en Illinois. C'est l'État juste à côté d'Indiana. Et c'est dans une usine où on peigne les cadrans des horloges avec du radium. Et c'était un travail qui se faisait pendant les années 20-30 dans cette région. Et c'était surtout les jeunes femmes qui y travaillaient et qui y souffraient aussi beaucoup. Zori fait ce travail pendant 2 mois seulement, mais ça va marquer sa vie, toute sa vie. Et il y a quelque chose d'important dans ce livre, c'est la dimension politique. Et on verra là aussi que dans les livres des autres auteurs, c'est un peu la même chose. D'une certaine manière, là, en écrivant Zori, tu racontes un moment fort de l'histoire américaine. Et est-ce que ça a des retentissements sur notre histoire d'aujourd'hui ? J'ai bien l'impression, en fait, Indiana et la région qui l'entoure sont un peu oubliés dans le discours political de notre pays, aux États-Unis, chez nous aux États-Unis. Et c'est dommage parce que c'est une région très très riche, avec une histoire très compliquée, avec des gens braves, des braves gens, des gens solides, des gens très intelligents. Et on voit de nos jours qu'il y a en fait 2 candidats pour le vice-présidentiel qui sont ressortissants de cette région dont on parle presque jamais. Et là, je ne parle pas des grandes villes de la région, de Chicago, d'Indianapolis, St. Louis. Je parle de la partie rurale et des toutes petites villes, des villages, des petites villes. Et oui, c'est une région à découvrir. Là, je fais du tourisme, mais ce n'est pas uniquement la pensée extrême dans cette région. Et j'insiste là-dessus. Alors, tu dis d'ailleurs dans un entretien que tu veux rendre justice, dans la mesure des moyens, à ces gens qui, de nos jours, s'attirent moqueries et calomnies pour leurs croyances et opinions politiques. Est-ce que tu peux développer un petit peu ? Oui, mais en fait, je porte un T-shirt qui a le nom d'Annie Ernaux sur moi aujourd'hui. Et c'est Annie Ernaux qui a dit « J'écris pour venger ma race ». Et c'est un peu dans cet esprit-là que j'entame ces sujets et que j'insiste sur l'intérêt, la bonté, la férocité des gens, des vies minuscules, comme avait ma grand-mère. Et toutes ses amies, et c'était surtout les femmes, des amies, ses copines, dans le comté. Et d'ailleurs, on voit à quel point donc, elle est proche de Félicité, puisque Gustave Flaubert dit de Félicité, c'est le récit d'une vie obscure, celle d'une pauvre fille de campagne, dévouée, sans exaltation et tendre comme du pain frais. Voilà, c'est parfait, c'est le maître qui le dit. Oui, c'est vraiment donc. Alors c'est vrai que on se dit que aujourd'hui, est-ce que tu penses, bon, je vais mal m'exprimer, en avoir fini avec Zori, ou est-ce que c'est un personnage qui va t'habiter, donc auquel peut-être déjà tu penses pour un prochain livre ou... C'est tout à fait possible. On verra. Ouais. Non, je ne sais pas. En fait, oui, c'est quelqu'un qui vit dans ma tête, un peu comme la narratrice de Neverhome pendant des années. Constance, des années. oui. Oui, c'est toutes les deux des femmes très différentes, mais qui avaient cette volonté de vivre et de faire face à ce que la vie peut donner comme défi. Oui, ce sont des femmes, enfin, ce sont des femmes modestes, mais ce sont des femmes puissantes finalement. Ça, c'est les femmes que je connais. Et je crois que tu continues donc à effectivement donc aller dans cette grand-mère est décédée maintenant, mais bon, tu es vraiment attaché, tu as tes racines là-bas. Parce que j'ai cru comprendre que c'était en plus un moment particulier de ta vie que tu l'as rencontré, puisque tes parents avaient divorcé, je crois. Hein, oui, c'est ça. Hein? Oui, tout à fait. J'avais 13 ans et j'étais seul. J'ai eu une sœur, mais on a été séparés. Moi, j'étais envoyé en Indiana et ma sœur restait avec mon père
à Londres. Et donc, oui, c'était un moment de choc et ça ne s'est pas très bien passé au début. J'avais 13 ans. Tout d'un coup, j'étais dans une grande maison à la campagne avec ma grand-mère, mais petit à petit, au fur et à mesure, ça marchait. Et maintenant, je n'arrête plus de parler d'elle. Malheureusement, on va être obligé d'arrêter de parler d'elle. On va être obligé de lire Laird Hunt, c'est pas mal aussi. Voilà, Moi, avant de passer à la suite, j'aimerais bien que quand même Laird nous montre son t-shirt Annie Ernaux en entier. Moi, j'ai cru que c'était un t-shirt Iron Maiden quand même au départ. Ah oui. Non, c'est bien Annie Ernaux. C'est vrai. Voilà, pour la caméra. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, Laird. Avec qui tu veux poursuivre, cher Michel? Je poursuivrai volontiers avec Glenn James Brown, qui vient d'ailleurs, c'est important de le dire, qui vient de recevoir le prix des lecteurs. Donc je le montre à la caméra, parce que je crois que c'est filmé, non? C'est ça? Oui, c'est filmé. Prix des lecteurs Vincennes 2024. Voilà, on peut l'applaudir. 2027, on peut applaudissons. Donc, oui. Glenn James Brown. C'est vrai que c'est un roman assez impressionnant qui est traduit par Claire Charrier. Il faut toujours dire à quel point les traducteurs sont importants pour nous faire découvrir ces auteurs. Et c'est aussi la découverte... Publié à la Croisée. Non, il est au Typhon. Ah, Typhon, pardon. Voilà, au Typhon. La Croisée, ça sera... Décidément, je continue. Ça sera le suivant. C'est le suivant. Voilà, donc effectivement, mais tu as raison de souligner à quel point ce sont de petits éditeurs. C'est pas leur faire injure que de dire qu'ils sont petits. Parce que Actes Sud a commencé petit aussi, donc Gallimard également, et que ces petits éditeurs nous font vraiment découvrir des auteurs qui sans eux nous seraient restés inconnus. C'est en plus un beau livre, donc il y a vraiment une qualité graphique vraiment importante. Et bon, c'est aussi un éditeur qui n'est pas parisien, qui est à Marseille. Voilà, donc je pense, il est possible qu'il soit parmi nous. Alors, on va parler de Glenn James Brown, qui est né en 1982, qui a grandi dans des logements sociaux du nord de l'Angleterre, et qui a vécu l'abandon de ces cités et la déliquescence des rapports sociaux. Et c'est vraiment un livre qui va, alors de manière assez originale. Donc, c'est une structure extrêmement fine mais complexe, avec 6 parties, avec des personnages divers. On va être sur plusieurs époques. Donc, c'est vraiment le genre de livre qui va demander au lecteur un effort particulier. Mais quand on voit qu'il est couronné par le prix des lecteurs Vincennes, on se dit que les lecteurs sont vraiment capables de ce type d'effort. Et la première question que je vais poser à Glenn, c'est qu'est-ce qui a déclenché l'écriture de ce premier roman? Est-ce que c'est cette colère et cette tristesse? Voilà. First, thank you for making the effort, readers. Thank you. Merci à mes lecteurs d'avoir fait cet effort. Merci beaucoup. Yeah, I suppose I grew up in a place like that, and I think in the 1960s, like 1/3 of everybody lived in like a big housing kind of estate like this, like working people. And then by the time I was sort of a kid, like if you lived on one of those places, it was because you were poor or you were stupid or you something like that. The narrative changed completely, and I didn't make sense to me. I wanted to show that it's not just all misery and depression, and there's a lot of life and love and things in these places. So I tried to, have a book full of love and life, but powered by, that sort of anger, which is maybe a contradiction, but maybe not. Oui, en effet, j'ai grandi dans un lieu comme celui qui est décrit dans le livre. Et ces cités, ces grandes cités, ces grands ensembles, dans les années 60, en fait, 1/3 de la population vivait dans des grands ensembles comme celui-ci. Tous les gens qui travaillaient vivaient là.
Et au fil du temps, moi, déjà dans mon enfance, c'était devenu les gens qui habitaient là, on considérait parce qu'ils étaient pauvres ou parce qu'ils étaient plus bêtes que la moyenne. Et donc la perception de ces lieux, de ces grands ensembles, a complètement changé. Et c'est quelque chose qui m'a paru absurde. Et je voulais montrer que c'était pas juste des lieux de misère, de détresse, de dépression, mais que c'était des lieux qui avaient aussi leur vie, qui étaient remplis d'amour et de vie. Et donc voilà, je voulais écrire ce livre, je voulais que ce livre il soit plein d'amour, plein de vie, mais aussi qu'il soit alimenté évidemment par cette colère. Et peut-être que c'est une contradiction, mais pour moi ça n'en est pas forcément une. Oui, c'est vrai que le titre du livre, c'est si on le prononce à l'anglais, c'est Ironopolis. C'est la cité de l'acier. Et en fait, le modèle de cette cité de l'acier, c'est Middlesbrough en Angleterre. Et c'est vrai que ça a été vraiment, donc, on a peut-être un petit peu oublié que ça a été vraiment des cités dans lesquelles on travaillait des milliers de gens. On avait même dans les forges, à une époque, il y avait 40 000 personnes qui travaillaient dans ces forges, pour fabriquer de l'acier. Mais je voudrais revenir sur la manière dont ce livre a été construit. Alors, j'ai cru comprendre que vous parlez dans les influences que vous avez, que vous êtes amateur à la fois de Georges Perec et des Hungry Young Men. Voilà, donc j'aurais voulu justement essayer qu'on aille un petit peu creuser la manière dont ce livre s'est structuré et j'ai presque envie de dire s'est déstructuré. Perec Life User's Manual. I love that book. I love it because it's like maximalist. It's just huge and it's filled with everything and it moves from place to place without the kind of logic of a regular narrative. You go to different apartments and you come back, and I really wanted to try and write a book where you could pick it up at any page and move forwards or backwards and get a different experience depending. I kind of failed in that because that's kind of impossible, but there's got 6 different parts and you can read them in any order and it doesn't matter. And the order that I'll let Valentine do that. Oui, je suis un grand fan de La vie mode d'emploi de Georges Perec. C'est un livre qui est maximaliste, c'est un livre qui est monstrueusement grand, qui est riche, qui est foisonnant, qui est rempli de tout, et où la narration, elle se déplace dans l'espace comme ça, ce qui est une logique qui n'est pas la logique habituelle d'une narration. Donc on se déplace d'appartement en appartement, et finalement c'est un livre, on peut le prendre à n'importe quelle page et le commencer de n'importe quel bout. Et c'est vraiment ça que j'ai voulu essayer de faire, même si c'est un projet qui est un peu impossible d'écrire un livre qui peut être lu dans n'importe quel ordre. Mais donc on a 6 parties, et qui peuvent être lues dans l'ordre qu'on le souhaite. So like if you read the 5th part first, you'll get a feeling of the characters and you might not like them or you might not understand them, and then you read the 3rd part next and maybe you like them a bit better. But if you read the 3rd part first, you like that guy, then you read the 5th part and you don't like it so much. So I'm not really good with maths, but I don't know how many permutations there are for like 6 stories. Anyone? No. So there's quite a lot of different permutations of the book, so you could read the book in lots of different ways. Do you know it? I think je pense que c'est 6 x 5 x 4 x 3 x 2. Si mes souvenirs de maths sont... Il y a des spécialistes dans la salle, voilà. Faites le calcul après. I don't know. But the point is, there's many different like experiences of reading the book because I wanted the book to be like representative of like a community. You know, I wanted it to be like I was going to say polyamorous. Polyphonic. It's been a long day. Like polyphonic. And that was the best way to represent that.
Et donc, la structure du livre fait que, par exemple, si vous commencez par la 5e partie, vous allez la lire et vous allez avoir une certaine perception des personnages. Il y aura des personnages que vous aimerez bien, d'autres que vous comprendrez bien. Et si vous lisez la 3e partie ensuite, vous allez vous dire ah non, plutôt, vous allez vous faire une opinion différente des personnages. Mais si vous le lisez dans un autre ordre, d'abord la 3e partie, puis la 5e, vous allez avoir une perception très différente des personnages. Et donc, je ne sais pas combien de permutations ça ferait. Donc, si on fait le calcul, est-ce que quelqu'un a trouvé la solution? Non. Mais en tout cas, il y a tout un tas de manières différentes finalement de lire le livre. Et finalement, je voulais qu'il y ait différentes lectures possibles du livre, différentes expériences pour le lecteur. Et parce que je veux que ce soit représentatif de comment fonctionne une communauté de gens. Je voulais créer un livre qui soit polyphonique. Et pour moi, c'était la meilleure manière d'arriver à ça. Alors c'est vrai que la dimension polyphonique est vraiment très importante dans ce livre. Et on a, évidemment, il est hors de question en 20 minutes de détailler tous les personnages, mais il y en a beaucoup qui sont extrêmement attachants. Et c'est par rapport à la thématique du débat, c'est des vies minuscules. Et surtout, ce qui me paraît important, c'est que c'est vraiment des vies qui ont été fracassées par la crise, fracassées par la désindustrialisation. Et il faut se souvenir que là, on est dans l'ère Thatcher. Et que là, il y a dans ce livre une dimension politique dont j'aimerais que vous parliez un peu. Yeah, so deindustrialization, it's one of the amazing things. I really thought the book was a book about Northeast England, but since it came out in France, it's had such a good reception because the issues of deindustrialization and what happens to like working class people, where do they go, what do they do? It's the same in your country too, and yeah, deindustrialization, nothing came to replace it, and it continues even now. I mean, the last steelworks in Middlesbrough shut not that long ago, and that was the last 3,000 jobs gone. And the same thing is happening in South Wales and everywhere else. And it goes hand in hand. Oui, la désindustrialisation, évidemment, c'est très important. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est un livre qui, pour moi, à la base, était un livre qui parlait du nord-est de l'Angleterre et donc de Middlesbrough. Mais en fait, ce livre a eu une très bonne réception en France. Et je pense que c'est parce que ce que ça raconte sur la désindustrialisation et ce qui est arrivé à la classe ouvrière en général, c'est ce qui s'est passé ici aussi. Et cette désindustrialisation a détruit des choses qui n'ont pas été remplacées. Et c'est un processus qui se poursuit encore à l'heure actuelle, puisque la dernière usine d'acier à Middlesbrough, elle a fermé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, et ça a été encore 3000 emplois qui ont été supprimés. Il y a encore des usines qui ferment dans le Pays de Galles, dans le sud du Pays de Galles aussi. And it goes hand in hand with the decline of social housing as well. So these places, they had homes and they had jobs, then they didn't have jobs, and then very quickly they're not going to have homes anymore because these homes are slums. They can't live there anymore. But a lot of those people, the new houses they're building are not for these people, you know. So where do they go? So it kind of goes to the heart of kind of my upbringing. You know, if I was born like a couple of decades earlier, I would be down a coal mine because all of my family are coal miners and stuff. Well, not my father, because he freaked out. He doesn't like small spaces, so he went to work in a factory. But I would have been in a factory or a coal mine or something. So it's very close to me, like this erasure of existence. For better or for worse, people define themselves by their job and where they live. And you take those two things away, and it can like undo people. So I wanted to write about that. I'll let Valentine do that.
Et tout ça, tout ce processus de désindustrialisation, ça s'accompagne aussi d'un déclin du logement social et des grands ensembles. Et donc, d'un seul coup, on avait des logements, on avait des lieux de vie, on avait des emplois, et d'un seul coup, les emplois disparaissent et on n'a plus non plus de lieux de vie, puisque ces lieux maintenant sont complètement dégradés et considérés comme des taudis et personne ne veut y vivre. Donc on construit des nouvelles maisons, des nouveaux logements, mais ces logements, ils ne sont pas accessibles pour les gens qui avant habitaient dans les grands ensembles. Donc on se retrouve avec des gens qui ont nulle part où aller. Et c'est un thème qui est très proche, moi, de mon expérience, de l'expérience de ma famille et de là où j'ai grandi. Donc je sais que si j'étais née une vingtaine d'années plus tôt, moi aussi, je serais allée travailler à la mine. Dans ma famille, sur plusieurs générations, les gens travaillaient dans les mines, sauf mon père qui était claustrophobe et qui n'aimait pas être enfermé dans des petits espaces, donc il allait travailler à l'usine. Mais en tout cas, c'est des expériences qui sont très proches de moi. Et ce sont des existences qui sont en train d'être effacées complètement. Et pour le meilleur ou pour le pire, les gens se définissent par rapport à leur travail et par rapport au lieu où ils vivent. Donc ce qui m'intéressait, c'était de voir ce qui se passe quand on leur retire ça. But come back to like the small lives kind of thing. What I've just said is top down, looking at them as as a class of people, as a demographic, whereas that's kind of the general narrative in the news and documentaries, in a lot of literature and art created about working class people who are not. You know, they're poor people. They don't have jobs anymore. And they're all kind of the same, kind of desperate and unhappy. But I didn't want to write a book like that. I wanted to look at it not from top down, but from like individual people. So the characters in my book, you know, from an official government perspective, they might be small and insignificant people, but to themselves, they're a universe. You know, they're huge, they're big people. You know, so I wanted to reflect that. You know, for these people, their lives are their whole lives. You know, and that was really important to kind of fight back that kind of narrative. Et pour parler du thème des vies minuscules, finalement, moi, tout ce que je viens de dire là sur la classe ouvrière, c'est un regard très surplombant, de regarder d'en haut ces petites gens et cette catégorie sociale. Et c'est la perception, la perspective qu'on trouve généralement dans les actualités, dans le journalisme, dans les documentaires, dans la littérature et l'art qui parlent de la classe ouvrière, comme si c'était cette classe homogène de pauvres gens qui n'ont pas de travail et qui sont tous, qui ont des vies misérables, etc. Et je voulais vraiment pas que le livre fonctionne comme ça. Je voulais pas qu'il ait ce regard en surplomb. Je voulais regarder les gens comme des individus. C'est-à-dire que les personnages dans ce livre, malgré le fait que le gouvernement les considère comme des petites gens et des gens insignifiants, évidemment que pour eux, leurs vies sont énormes et sont gigantesques. Chaque personne est un univers. Donc pour moi, c'est pas des petites gens, c'est des gens qui sont immenses. Tout le monde est immense. Et donc je voulais réfléchir sur leur vie. Et c'est une manière de combattre finalement ce regard dominant qu'on a sur cette catégorie de gens. Oui, malheureusement, il va falloir qu'on s'arrête là. Je voulais simplement dire qu'il y a aussi dans ce livre une dimension fantastique avec une espèce de ouivre qui est dans les bas-fonds. D'ailleurs, la thématique du souterrain, donc si vous pouvez en dire deux mots, pas trop long, est extrêmement importante. Okay, very quick. So she is a piece of real folklore from that area. Probably a lot of people have like a folklore, like a woman in the water lives in the river. It's a very common folklore archetype. So the one in this one is called Peg Paula, and she is the folklore of the River Tees. So I wanted to put her into a social realist book. It might sound odd, but she's the main thread through the stories. And basically, folklore relies on the story being passed down from generation to generation to generation by people who stay in the same place. And now these working people, their communities are being destroyed. They're moving to different places. Who's going to pass down those stories? And also, if you were that river witch, like, how would you feel about that? You know, so that's it.
Oui, cette histoire de cette femme, c'est vraiment un récit qui existe dans le folklore local de cette région, de cette femme qui vit dans la rivière, et c'est un motif qu'on retrouve dans tout un tas de folklore de plein d'endroits différents, un archétype. Et donc ce personnage, c'est Peg Powler, c'est donc un personnage tiré du folklore de cette rivière qui s'appelle le Tees, qui est la rivière qui est à cet endroit-là. Et ça m'intéressait de l'introduire dans un récit de réalisme social, parce que évidemment c'est un peu étrange et inattendu, mais finalement elle sert de fil conducteur à toutes les histoires. Ce qui m'intéressait, c'est de voir comment le folklore, c'est quelque chose que les gens se transmettent de génération en génération, des gens qui vivent autour d'un endroit. Et donc qu'est-ce qui se passe quand les communautés sont brisées comme ça, que les gens sont dispersés, qui va transmettre ces histoires? Et si vous étiez cette femme de la rivière, qu'est-ce que vous en feriez de ça? Merci. Merci beaucoup. On va passer maintenant donc À Jacob Granson, Abondance, aux éditions La Croisée, cette fois je ne me trompe pas, est traduit de l'anglais des États-Unis par Charles Bonneau. voilà. Alors c'est un livre qui est à l'opposé du livre de Glenn, parce que il va se dérouler en 24 heures. Et on est aux États-Unis dans les 2015 à peu près, donc c'est l'Amérique d'aujourd'hui. Il faut préciser que vous êtes né en 1989 d'un père philippin et d'une mère suédoise, et on a effectivement donc des origines philippines des personnages. En 2 mots, Henry s'apprête à fêter l'anniversaire de son fils Junior, qui a 8 ans. Et en fait, le père et le fils, ils dorment depuis des mois dans leur voiture. Et là, donc, pour son anniversaire, Henry a décidé de lui payer un motel où il pourra prendre un bain. Et le lendemain, donc, il va y avoir l'école pour Junior et un entretien d'embauche pour Henry. Voilà. Alors, j'aimerais là aussi que vous expliquiez comment vous avez eu l'idée de ce livre, et est-ce que c'est les personnages que vous avez créés ici sont des personnages que finalement vous avez connus? Bonjour. Okay. Michel? Oui. Why did you put me after these two? Non, vos 3 livres sont excellents. Non, vous êtes vraiment à la hauteur des 2 autres. N'ayez pas d'inquiétude. Okay. I will try. So the inspiration for this book, I'm from Minnesota, very center of the country. And, my parents, as you mentioned, are, in my personal life, both immigrants to America. My mother from Sweden, my father from the Philippines. And so much of my life has straddled between different cultures, also between very different landscapes, because after my parents' divorce, my mother moved into the city of Minneapolis, and a very poor part of the city, very close, 5 blocks from where George Floyd was murdered, to give you an idea of my neighborhood in the city. And then my father, in the exurbs, we call it, right? Like where it's McDonald's and parking lots, We don't have much else. And that's the center of our culture, is parking lots. And also, I had the opportunity to go to university. My friends did not. And through university and years after, I worked in construction. And so, I've had very different experiences, just back and forth. And so, but particularly, one more. Particularly, with the guys I worked with in my construction work, I was really befriending people who
did not have opportunities that I had, because I was a good student thanks to a very strict father. Filipinos, like, boom, good grades. Okay. And I had an opportunity that none of my friends did, and it changed my life. It put me on a very different trajectory. And so after the years I really wanted to kind of reflect on these discrepancies that my experience has quite unfairly allowed me. I'll leave it there, sorry. Johanna, au travail. Waouh. Donc moi, je viens du Minnesota et comme vous l'avez dit, mes deux parents sont des immigrés aux États-Unis. Ma mère est suédoise et mon père est philippin. Et donc j'ai beaucoup vécu entre deux cultures différentes et aussi entre deux paysages assez différents parce que quand mes parents se sont divorcés, ma mère est allée vivre dans la grande ville, Minneapolis, dans un quartier très pauvre. Pour vous donner une idée, c'est pas loin de là où a été tué George Floyd. Et mon père, par contre, est allé vivre là, dans un endroit où il n'y a que des McDonald's et des parkings. Et donc, le centre de notre culture, ce sont des parkings. Et de plus, moi, je suis allée à l'université, mais j'ai beaucoup d'amis qui ne sont pas allés à l'université. J'ai aussi travaillé dans la construction pendant mes études et après. Et donc, j'ai pu avoir beaucoup d'expériences très différentes et vivre un peu entre plusieurs mondes très différents. Surtout dans le contexte du travail d'ailleurs, parce que quand je travaillais sur ces sites de construction, j'avais des amis qui n'avaient pas les mêmes opportunités que moi. Moi, j'en avais parce que j'étais un assez bon élève grâce à mon père qui était très sévère et voulait absolument des bonnes notes. Mais mes amis n'avaient pas les mêmes opportunités. Et les opportunités que moi j'avais ont vraiment changé ma vie et m'ont mis sur une trajectoire complètement différente. Donc je voulais parler de ces différences et ces mondes différents dans lesquels j'ai pu vivre de façon un peu injuste en quelque sorte. Alors, c'est un livre dont chaque chapitre commence, en fait, c'est le titre de chaque chapitre, c'est une somme d'argent. $79, 4 cents, c'est vraiment très précis. Et c'est pas du tout quelque chose de formel, c'est l'argent qu'Henri a en poche à ce moment-là. Donc, et je trouve que c'est une idée. Comment vous est venue cette idée assez géniale on voit évoluer. Alors ça va. Parfois il a un petit peu d'argent et puis parfois c'est zéro. Hein. Thank you. I have a story. I'll be very fast, but the story of of abundance. The structure of the novel came before the story, and it was inspired by a moment in New York. And I live in New York now, and I was in a posh part of town, the Upper West Side, and I don't live there. Picking up a bottle of wine before a dinner party, and in a very nice restaurant. Or at least not restaurant, supermarket. and I'm waiting to pay, but there's a line, maybe 5 or 6 people in front of me, but the line is not moving. And I hear the people in front of me, the absolutely inconvenienced. Their day is stopped. And I look, and at the cashier is a woman, must at least 70, possibly 80 years old, broken, dirty coat, dirty hair, just tired. And I can't, of course I'm too far, but in my brain, I hear the sound of the coin, and she's counting 1 penny, 2 pennies, a quarter, just trying to buy a small piece of bread. And it was that sound of the coin, just like, what does it mean to your sense of humanity, your sense of worth, when you are reduced to this kind of desperation? And I mean, this is all you have. And that stuck with me. And so
I experimented with various characters at the start because I knew the structure. But then I decided, okay, I'll just bring the story out of the city and back to the world I'm familiar with, even though it's 10, 15 years behind me. Donc, juste pour raconter une histoire assez brève, j'ai eu l'idée de la structure de ce livre avant même d'avoir l'histoire. Cela a été inspiré par quelque chose que j'ai vécu à New York, là où je vis actuellement. J'étais dans un quartier assez huppé, où je ne vis pas, mais j'étais là et je cherchais une bouteille de vin au supermarché, un très bon supermarché d'ailleurs. Et il y avait beaucoup de personnes qui faisaient la queue et ça n'avançait pas. Et j'ai entendu que les gens étaient très frustrés, ils n'en pouvaient plus, ça gâchait leur journée. Et j'ai regardé et j'ai vu qu'il y avait une dame qui devait avoir 70, 80 ans, des habits complètement sales, les cheveux sales, l'air complètement fatigué. Et j'étais assez loin, mais j'imaginais le bruit de la monnaie, centime après centime, qu'elle mettait pour essayer juste d'avoir un peu de pain. Et c'est vraiment resté avec moi l'idée de ce bruit et de ce que ça fait à notre humanité d'être réduit à ce genre de situation et d'être vraiment dans le désespoir. Et donc j'ai essayé, une fois que j'avais la structure, j'ai essayé plusieurs personnages et ensuite j'ai décidé de sortir cette histoire de la grande ville et de le replacer dans le monde que je connais, même si ça fait quelques années que je ne vis plus là-bas. C'est vrai que ce que vous montrez bien, et c'est la dimension politique de votre livre, c'est que on est dans une société, enfin la société américaine, mais notre société en France est proche par certains aspects. Mais c'est encore plus aux États-Unis où tout est à portée de main, mais tout est inaccessible. Et ça, vous le faites vraiment ressentir, Henri et son fils, c'est en permanence, c'est vraiment l'urgence, et ça va même plus loin, parce que malheureusement, le temps passe. C'est un livre qui a une dimension politique aussi, dans le sens où cet homme et son fils, il y a un véritable amour d'Henri pour Junior, ils sont obligés de vivre dans leur voiture, et d'une certaine manière, en filigrane, est-ce que vous ne dites pas que le droit au logement, c'est quand même l'essentiel dans une société, même si ce n'est pas un discours politique annoncé, c'est vraiment au cœur de votre livre? Absolutely. I mean, of course, I didn't want to write a political novel. I personally don't feel that that's my role as an artist. I consider myself a storyteller first and foremost, and let what you take from it. Maybe that's political, but that's at the core of it is simply housing. I mean, I think, of course, the title is abundance, but for me, the real question at the heart of it is basic dignity. Just simple dignity. And how can you have dignity if you don't have a home? Mm-hmm. You know? And everything will continue from there. I mean, of course, that's a bit optimistic, but just allow people that. And yeah, I could go on, but thank you. Oui, bien sûr, c'est tout à fait au cœur du livre. Moi, je ne voulais pas forcément écrire un livre très politique parce que moi, je considère que ce n'est pas mon rôle en tant qu'artiste. Je raconte des histoires et que peut-être que les gens vont pouvoir prendre des messages politiques de ce que j'écris. Mais au cœur de cette histoire, il y a vraiment les questions du droit au logement. Et le titre du livre, c'est l'abondance. Mais la vraie question pour moi, c'est la question de la dignité, la simple dignité humaine, et comment peut-on avoir cette dignité si on n'a même pas de logement?
Et tout le reste peut se construire sur le fait d'avoir un logement, même si c'est peut-être un point de vue un peu optimiste, mais voilà, je pouvais en parler beaucoup plus. Il y a beaucoup à dire. Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup à dire, et c'est vrai que c'est un livre d'une grande richesse. Et on se demande d'ailleurs, à la fin du livre, il y a ces dialogues entre le père et le fils, cet enfant qui a la boule au ventre et qui ne veut pas aller à l'école, et puis cet homme qui va avoir cet entretien d'embauche de la dernière chance. Et la force de votre livre, c'est que lorsqu'on le referme, on a envie de croire que c'est possible. Yeah, I think there's something very tragic and beautiful, but the aspirational aspect of Americans as a people is wonderful. I mean, we try, we go for it, you know? We really do work our butts off, you know? And, but we don't acknowledge failure we don't acknowledge our own personal failures, and we don't have any support systems to allow failure. And what is life but a series of, you know, ups and downs, and a lot of failures, at least in my case. And so I wanted to acknowledge, if you read it, when you get to that last chapter, you already know what's going to happen where the last sentences, right? It's from what's that called? Dramatic irony. But I wanted to end on that note of just how we tell the poor in my country, you know, pick yourself up, get a job, you know, like it's your fault. You're doing something wrong. And, you know, and it's like, look at me. Like that's the classic millionaire thing. I did it. I'm rich, you know, like anyone can. Why should I pay taxes? Why should I help? Because I did it. Okay, cool. And so I just really thought that was so emblematic of what we are taught from the science when we're this big. You can be anything. You can be a millionaire. No, you can't. And yeah, that was important. I felt that was important to this book. Oui, c'est vrai que les Américains, on a ce côté où on travaille beaucoup, on fait de notre mieux, on essaye énormément, mais il y a un côté un peu tragique parce qu'on n'assume pas les échecs et on n'a pas de système social pour pouvoir nous permettre d'avoir des échecs. Et la vie, c'est une série de hauts et de bas, et la vie, c'est rempli d'échecs, au moins dans mon cas. Et je voulais reconnaître cela. Et dans ce dernier chapitre, nous avons ces dernières phrases et nous savons déjà ce qui va arriver. Mais je voulais terminer quand même sur cette note et revenir à cette idée très américaine qu'on nous apprend dès l'enfance que si on est pauvre, c'est de notre faute, qu'il faut aller travailler, qu'il faut trouver un travail, allez. Et on l'entend avec les millionnaires, ils disent moi je l'ai fait, j'ai réussi à le faire, pourquoi pas vous? Pourquoi devrais-je payer des impôts et aider des gens quand moi j'ai pu le faire? Et donc je trouve ça assez emblématique de ce qu'on nous apprend. On nous dit qu'on peut tout faire, mais évidemment ce n'est pas le cas. Et j'ai trouvé que c'était assez important pour ce livre. Bien, merci beaucoup. Merci Michel pour ces lectures. Je vous invite à découvrir ces livres parce que vous aussi, vous pouvez y arriver. Jacob Ganson, Abondance, traduit de l'anglais des États-Unis par Charles Bonneau aux éditions La Croisée. On vient d'en parler, je l'ai refait dans l'autre sens. Ironopolis de Glenn James Brown aux éditions du Typhon. Très beau livre avec une très belle typographie, traduit par Claire Charrier. Et puis enfin, Laird and Zory, traduit de l'anglais par Anne-Laure Tissu, aux éditions Globe. Merci à tous les trois. Et puis merci à Valentine Ley pour l'interprétation et à Johanna aussi pour l'interprétation. Merci à vous deux.